Un protagoniste millionnaire, d'abord méprisé, devient populaire et épique auprès des femmes. Alors rien de mieux que quelqu'un comme Gaku, littéralement le gamin rat, suprême passionné d'informatique. Un gars calme et gentil qui a travaillé dur pour acheter son premier PC, mais des voyous ont voulu le frapper et le voler le jour même. Haru, le second protagoniste et opposé de Gaku, est sûr de lui, sait se battre, séduit les femmes et reste très calculateur. Par exemple, éviter d'être vu par les caméras. Il en tient compte, mais cela peut lui coûter son inscription à l'académie. C'est pourquoi Gaku montre aussi ses compétences, avec une incroyable capacité à pirater le réseau faible de la zone, effaçant ainsi la scène. Un bon moment qui les conduit ensuite à chercher du travail. Haru se distingue ici par son talent à convaincre et à mentir, recevant des propositions professionnelles et sexuelles. Pendant ce temps, Gaku a fait un, et l'anxiété ne lui laisse rien. Nous avançons avec Kirika, héritière d'une grande entreprise japonaise, une femme envoûtante à l'apparence simple, mais à l'esprit brillant. Elle reçoit les entretiens du jour avec beaucoup de gens plutôt fades et peu intéressants. Jusqu'à ce que Gaku arrive qui, au milieu de la conversation, interrompue par la nervosité qu'il ressent, laisse échapper de petits indices sur tout ce qu'il sait. Seul Kiri le remarque car l'attention se porte sur Haru, un homme charismatique qui paraît tout savoir. Il parle si bien qu'elle voit qu'il est manipulateur, ce qui compte en affaires. Quand elle lui demande dans une autre langue s'il accepterait d'être son animal de compagnie pour le travail, il répond qu'il le fera, mais seulement s'il a le pouvoir. Un vrai boss. Pendant ce temps, Gaku, recalé, reprend ses petits boulots, notamment le nettoyage des vitres de l'entreprise qu'il a refusé et d'une nouvelle société. Humiliation débloquée jusqu'à ce que Haru apparaisse avec sa présence brutale pour soutenir son ami. Même avec le poste, il a besoin de la compétence du héros pour devenir milliardaire, pas juste millionnaire. C'est la combinaison d'un génie de l'informatique avec un gars capable de tromper les riches. Jusqu'à ce qu'ils aient voitures, maisons, bijoux, séduisant les plus belles présentatrices, puis atteignent le sommet. Son objectif est de garder Kiri pour lui, une détermination visible par la fille à la fenêtre. Il décide d'appeler ce projet Trillion Game. C'est quelque chose en quoi Gaku a fini par croire tellement fort qu'il n'a pas eu cette petite maison humble au bord de la mer avec sa femme, mais plutôt un penthouse dans l'immeuble le plus luxueux de la ville. Des choses se sont-elles déjà passées à ce stade, avec son nom dans les magazines comme l'un des jeunes milliardaires du monde? Voir la chaise où tout a commencé la rend nostalgique, car Haru avait dépensé leurs faibles économies pour l'acheter, préférant chercher des fonds auprès d'investisseurs privés plutôt que des banques. Seuls eux pouvaient croire en une entreprise inexistante, soutenue uniquement par la tchatché de Haru. Beaucoup étaient intéressés, mais si on leur offrait 1 million de yens, ils en demandaient 50, essuyant ainsi des refus pendant des semaines. Et comme le prota n'allait pas demander moins, il a obtenu le numéro de Kiri, en lui rappelant que la dernière fois, il lui avait dit ou lui avait fait comprendre qu'il allait la conquérir. Au moins, cela attire son attention. Ils se retrouvent au gymnase où Haru, audacieux, lui propose d'investir en eux si elle souhaite un jour les employer. Pour Kiri, ces propositions sont quasi quotidiennes. Elle cherche plus et les ignore volontairement, espérant une réaction faible. En s'entraînant avec eux, elle réalise qu'ils semblent normaux, mais savent mentir, même devant elle, tout en restant capable de soulever 200 kilos. Seul Kiri réalise que le type ose la tromper devant elle, ce qui la fait frissonner. Selon elle, ces pôles opposés peuvent former un duo millionnaire. Elle se décide et, très intéressée, débourse 100 millions de yens en liquide, ce qui rendrait fou quiconque. Mais Haru sait qu'elle voudra surtout conserver 51% de l'entreprise. Elle veut s'approprier les deux, mettant une laisse à Haru, qui accepte, mais souhaite parler à ses avocats. Précision, il n'y en a pas. Ils sortent son célébré et découvrent un tournoi organisé par Dragon Bank, la même entreprise que Kiri. Haru, audacieux, profite de l'offre de Kiri pour attirer d'autres investisseurs à son avantage. Ce tournoi d'informatique pourrait-il être la solution? C'est pour cela qu'ils mettent la princesse dans le nom de l'équipe. Kiri propose 100 millions pour 51% de notre entreprise. Qui dit mieux? Ils espèrent ainsi attirer d'autres investisseurs concurrents, quelque chose qui agace et mouille la fille autant. Ils savent qu'ils peuvent réussir, mais le tournoi rassemble les meilleurs informaticiens et Gaku devra se donner à fond pour se qualifier. Même s'il fait un excellent travail, il reste en milieu de classement, ce qui est déjà remarquable seul. Haru le surprend donc avec l'aide des gars de la fête. Gaku sait qu'il devait les remercier, et même s'il invoque la gentillesse,
il ne porte plus sa montre de luxe. C'est pourquoi le prota doit faire sa part en activant son ultra-instinct de hacker, en mettant en 24 heures 100 personnes à résoudre les défis qui lui donneront les points pour se qualifier. Pour Gaku, le système regorge de failles à exploiter. Code QR et jeux douteux volontairement visibles. Après 13 heures de souffrance, ils atteignent la 50e place. Seuls les 12 premiers se qualifient. C'est là qu'une des épreuves les plus difficiles peut les sauver. Et curieusement, elle a une réponse très simple. Cependant, Haru laisse tomber un indice, sachant qu'aucune équipe n'a répondu. Gaku découvre alors que la question cache quelque chose. Mais rien n'est sûr et il ne leur reste qu'à être optimistes s'ils veulent devenir millionnaires. Heureusement, ils accèdent de justesse à la finale et reçoivent aussitôt les félicitations de Kiri. Est-elle un peu contrariée qu'ils aient utilisé son nom ainsi? Elle utilisera donc son équipe de prodiges pour qu'elle puisse écraser les protagonistes et ainsi les faire travailler à temps partiel avec un très mauvais salaire. Ce que les deux finissent par accepter en échange que s'ils gagnent, elle devra être l'amante et l'esclave de l'un d'eux pour une nuit, ce que son assistante n'arrive pas à croire. Pour l'instant, le duo veut un bon costume et arriver à la finale avec les meilleurs informaticiens mondiaux. La surprise Mokekfam, c'est que Haru arrive dans un costume de moine ridicule. Ils prient car ils ont peu de chances de gagner, mais avançons vers le futur. Il demande à Gaku quel a été le moment clé de votre succès. Et il se souvient justement de ce championnat, où un type mystérieux appelé Kazuki les observait déjà, les traitant de fous. L'épreuve finale est un serveur par équipe qu'ils doivent utiliser pour attaquer les autres. Sous les moqueries, ils se protègent car ils n'y arriveront pas à deux. Haru lui demande alors de connecter Internet 1 minute après le début de la compétition, ce qu'il ne comprend pas. Au début de l'épreuve, Haru crie comme un moine et prie pour gagner, sans distraire personne. Aucune équipe ne parvient à se connecter au serveur, sauf le prota, qui après 1 minute prend l'avantage en attaquant tout le monde pareil. La poudre d'aluminium de la baguette de Haru perturbe Internet. Un jeu déloyal compris par Kazuki. Cependant, cela reste insuffisant car les équipes reprennent la guerre des cyberattaques. Le prototype conserve les points jusqu'à ce que toutes les équipes l'attaquent massivement, faisant chuter ses points continuellement. Dragon Bank partage les données des protagonistes, qui deviennent alors des punching balls. Une fois à 0, Dragon Bank pense avoir gagné. Mais la princesse est tellement déçue qu'elle se lève et quitte les lieux, car toute sa foi a été détruite. C'est alors qu'Haru passe à l'action. Il dit brièvement 2 choses à Kaku en partant avec Kiri, lui demandant avec lequel elle va coucher. Les cris résonnent dans la salle. Soudain, le serveur de Kaku s'élève dans les airs, attaquant brutalement les autres adversaires et s'emparant des points qu'ils accumulaient tant. Sans pause et à la fin, la seule explication est ce que Kaku ait les mots de passe, grâce à Haru. Le modem du Prota était le seul toujours opérationnel permettant à tous d'accéder à leurs informations. Une technique totalement illégale, mais très élégante, dans laquelle Kaku attaque sans avoir à se défendre. Un miracle que Kazuki n'arrive pas à croire. Et une victoire qui, littéralement, a redonné le sourire et une excitation incroyable à Kiri. Pendant ce temps, tous les investisseurs ont les yeux rivés sur les champions. Ou du moins, est-ce ce que nous voulions? Et le secrétaire de Kiri, par jalousie, il dévoile le piège du duo et la poudre d'aluminium au juge, qui annulent alors leur victoire. Tout le monde sait déjà ce dont ils sont capables, d'où la folie de Kiri, prête à leur donner tout l'argent pour les garder. Kazuki arrive le premier et emmène les petits diables dans un club luxueux entouré d'alcool fin. Et les femmes qui, bien que quelque peu faciles, ont le statut des plus beaux mannequins que le vierge de Gaku ait jamais vu. Cependant, Haru dit qu'il est aussi vierge pour accompagner son ami vierge, mais du petit pêche. Ayant côtoyé de nombreuses bobreuses femmes, et étant lui-même capricieux, il ne s'intéresse qu'à une femme aussi imprévisible, même si cela pourrait mal finir. Cependant, il est temps de parler affaires, et Kazuki est prêt à lâcher 30 millions de yens en échange de 20% de l'entreprise, ce qui est assez équilibré avec l'offre de Kiri. Un accord qui se conclut finalement à 10% s'ils parviennent à séduire l'une des filles du lieu. Haru n'avait même pas fini de boire qu'il avait déjà une fille dans sa chambre, very important person. Pourtant, il n'en profite pas vraiment, pensant à Kiri. Malgré ses tentatives désespérées pour qu'il accepte son argent, Haru l'ignore. Le lendemain, ils ont 30 millions en liquide et font ce qu'il faut en priorité, puis s'enfuient avec l'argent.
À ce moment-là, les 85 appartiennent déjà aux deux et personne ne leur dirait rien. Le but est de gagner des milliards, alors ils recrutent des employés fidèles, surtout quand beaucoup perdent leur emploi. Cependant, clairement, une entreprise imaginaire qui ne sait même pas encore à quoi elle va se consacrer n'est pas très attirante pour qui que ce soit, et encore moins avec le marketing de Haru. Justement, ce sont des gens prêts à prendre des risques dont ils ont besoin. Le lendemain, quelques personnes se présentent à l'entretien de la toute nouvelle entreprise connue sous le nom de Trillion Games, société anonyme qui n'a même pas encore de locaux. Ils utilisent sans gêne le bureau de Kazuki et prennent leurs questions dans un livre connu, où la plupart donnent des réponses basiques. Seul l'un d'eux se distingue. Ce candidat répond correctement, avec beaucoup d'assurance, ce qui montre clairement qu'il a lu le livre auparavant. Pendant ce temps, Rinrin a admis que ce n'était pas juste pour les autres. Comme elle connaît l'histoire, son entretien se termine mal, ce qui lui arrive trop souvent. Pour Gaku, grâce à la liberté offerte par Haru, c'est la meilleure option, surtout si le travailleur choisit le type d'entreprise. Nous avons donc une fille très enthousiaste pour son nouveau travail, mais qui se retrouve avec 2 tips sans rien, même pas un projet. Malgré tout, elle donne le meilleur d'elle-même, poussée par Haru à se dépasser. Le lendemain, ils la harcèlent à l'université pour obtenir une salle de réunion. Rinrin comprend alors que l'atout de Trillion est la compétence de Gaku. Son talent pour infiltrer des serveurs peut servir de publicité pour un réseau sécurisé. Mais ce marché est déjà saturé par l'intelligence artificielle. Alors Haru lance une idée aussi milliardaire que ridicule. Ils veulent créer une fausse intelligence contrôlée par des humains. Et c'est ainsi que Gaku se met au travail, programmant un site de vente en ligne avec la meilleure sécurité du marché, où une intelligence artificielle te conseille sur les produits que tu recherches. En réalité, c'est juste Rinrin, charismatique, et avec un avatar empathique envers le client. Des hommes seuls aiment acheter chez eux, mais beaucoup préfèrent encore acheter eux-mêmes. Ils ne vendent donc que des produits visuellement attrayants. Donc Haru élimine tout le reste et ne laisse que des produits bon marché et brillants. En gros, Temu. Ils attirent ainsi plus de clients, certains tombent amoureux de Rinrin, l'intelligence artificielle, et lui envoient des fleurs. C'est en fait une idée nouvelle. Souvent, les simples s'achètent anonymement pour interagir avec leur amour platonique. Grâce au site, ils surmontent cette peur. Ainsi, Haru, qui est plutôt polyvalent, s'infiltre sur le territoire des simps des idoles et de manière naturelle gagne la confiance de certains influenceurs en leur montrant un site de fleurs utilisant l'intelligence artificielle pour soutenir les personnes qui idolâtrent. Le type est satisfait et commence à répandre la nouvelle et Rinrin se retrouve entouré de petits gros amoureux. Les ventes augmentent, dont il garde 30%. Cependant, une seule fille pour une armée de personnes, ce n'est pas tenable. C'est alors que l'arnaque arrive et que c'est le moment parfait pour vendre le site. Haru la présente ensuite à la 2e plus grande boutique de fleurs de la ville et expose ses succès lors d'une réunion. La propriétaire, sceptique, teste le site, pensant que l'intelligence semble trop parfaite. Il doit bien y avoir un humain derrière, non? Idée très rentable, mais elle doit surpasser la concurrence florale. Et s'il dépasse 15 millions de ventes en un mois, l'accord sera conclu, donc maintenant le duo contrôle le marché des otaku. Ils doivent maintenant réussir à attirer le public féminin, car elles adorent acheter. Alors ils s'infiltrent dans les maisons de hausse, qui sont en gros des gigolos, des types qui vendent leur temps contre de l'argent. Quand Gaku est millionnaire, personne ne croit qu'il ait déjà fait cela, surtout en humiliant ce type comme un caïd. Pourtant, la réalité est autre. À ce moment-là, ils sont arrivés au club avec une idée, et au début, ils ont commencé à séduire des femmes. Malgré son anxiété, Gaku nettoyait juste les tables, mais les filles venaient toujours. C'étaient de belles femmes, riches et célèbres, malgré des inconvénients, comme la facilité d'humilier Gaku. À cause de ce blond, ces femmes représentaient un marché dont ils avaient besoin. Et c'est pour cela que Haru commence à se démarquer. Il pousse les femmes à dépenser par son empathie, devient populaire et rend jaloux le blond évincé. C'était sa stratégie. Les femmes souhaitaient offrir des fleurs à leur hôte préféré, et la page était la meilleure recommandation. Gaku adaptait tout pour que les filles se sentent à l'aise, avec une interface féminine et des recommandations accrocheuses. Ce qui fait que, entre amies, elles se passent le mot si elles veulent célébrer des anniversaires, des fiançailles, des fêtes. La page devient la sensation pour les décorations. Mais le blond, jaloux de la publicité faite par Gaku pour l'entreprise, ne fait que le frapper. Le protagoniste, lui, s'en fiche totalement. Mais ce qui l'inquiète, c'est qu'il s'en prenne à Haru, car alors il défigure tellement le blond
qu'il finit soumis au protagoniste. La grande photo sort de là, tout va bien, alors que les directeurs de la boutique de fleurs, certains déchoués, parient leurs cheveux. Pendant ce temps, Gaku commence à comprendre. Car alors qu'il marche dans l'insécurité, les gens le méprisent, comme toujours. Mais lorsqu'il se prépare à aller travailler avec son costume hors de prix, il commence à dégager une aura qu'il n'avait jamais vraiment ressentie. L'argent te donne du statut, tandis que la page se remplit de femmes consuméristes à qui il faut offrir des soldes hypnotisantes. Grâce à l'informatique et à la 3D, les femmes visualisent leurs futurs aménagements où elles le souhaitent. En délaissant leurs anciennes fleuristes, ils finissent par acheter les articles les plus chers dans la boutique des protagonistes, pour que tout soit parfait et qu'elles puissent ensuite les publier sur leurs réseaux sociaux, déclenchant ainsi une avalanche de commandes. Avec cela, les deux enfants et Rin peuvent facilement atteindre les 20 millions de yens de vente, en plus de quelques perruques de vieux. La propriétaire est-elle vraiment surprise par ce qui se passe dans cette folie millionnaire? Cependant, c'est ici que se termine le 9e épisode de cette série en cours de diffusion, qui est tout simplement savoureuse. Une histoire différente, mais avec des touches très épiques, des protagonistes charismatiques, et je peux seulement dire que ça en vaut vraiment la peine, si je vois que ça vous plaît. Si on atteint 4000 likes l'épisode suivant, arrive tout de suite. J'espère continuer à vous faire plaisir avec cet animé. Pour le reste, on se retrouve dans le prochain résumé. Et pendant que nous avons plus de chapitres de ce Donwa, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui est vraiment très bonne et assez méconnue. L'histoire nous emmène dans les terres lointaines d'Amagwakuni, un endroit gouverné par la magie, où cette petite demoiselle est chargée de maintenir l'ordre entre le bien et le mal, accompagnée de 12 dieux loyaux. Après 60 ans, son règne prit fin. C'est pourquoi maintenant, avec l'aide des différents clans de la région, elle doit chercher une nouvelle princesse pour prendre la relève. Nous passons ici à un Japon actuel, où nous retrouvons le protagoniste de cette histoire appelé Arata. Un homme gentil, juste avec tout le monde, mais très introverti. Ce qui fait qu'à l'école, il est harcelé par un ancien ami appelé Masato. Et en plus, l'amitié qu'il avait réussi à nouer au lycée au Pérou le trahit. Alors après toutes ces trahisons, il commence à réfléchir à la tristesse de sa vie. En tant qu'Arata, et en revenant à Magwakuni, nous avons ici une autre version d'Arata, mais avec une personnalité différente. Un gars extraverti, indépendant et gentil à sa façon. Comme je l'ai dit, on cherche une candidate pour devenir princesse, mais il n'y a pas de femme dans sa famille. Le protagoniste prend l'initiative et assiste à la cérémonie déguisée en femme pour gagner du temps. Il est emmené au lieu du rituel, où tout se passe bien jusqu'à ce qu'un des 12 dieux tue la princesse. Pendant qu'elle est distraite, cela semblait planifié par tous les membres. Heureusement, Arata parvient à s'échapper, mais le dieu Kanagi en profite pour l'accuser du meurtre, ce qui fait que lui et sa famille n'ont d'autre choix que de fuir. C'est ainsi qu'Arata s'enfonce dans une forêt connue pour transformer les gens en quelqu'un d'autre. Il s'agit simplement d'un échange entre deux mondes où chaque Arata est transporté dans l'univers de l'autre. Le protagoniste japonais, déjà harcelé et trahi, est désormais accusé de meurtre. Dans ce nouveau monde, heureusement, sa famille l'aide et le cache pendant un certain temps, même s'il se rend vite compte qu'il n'est pas l'Arata qu'il connaissait. Peu après, Kanagi arrive pour chercher le suspect, que sa famille, surtout Kotoa qui l'aime malgré sa lâcheté, tente de défendre. Au dernier moment, il décide de faire face, et même si ce n'est pas son combat, il prend une ancienne relique qui s'avère être le même type d'arme que celle des 12 dieux. Elle réagit face à la détermination d'Arata, le désignant comme le futur détenteur de ce pouvoir. Après un incident, Kanagi doit battre en retraite et les autres se réfugier dans la grotte, dans laquelle Kotoa croit encore que son amie a seulement perdu la mémoire, lui donnant un pendentif qu'elle lui avait déjà offert une fois, mais dont elle en possède un autre. Moi, ici. Arata est capturé par Kanagi et emmené en jugement. Il en profite pour communiquer avec son autre version, l'une des fonctions de ce pendentif. Ils se comprennent vite, car ce sont des versions différentes d'une même personne et décident pour l'instant de gérer les problèmes de l'autre. Il lui révèle que Kanagi est le véritable assassin de la princesse. Dès le procès, le protagoniste connaît le coupable, mais malgré tout, il est exilé. Une décision prise par Kanagi. Elle veut connaître le pouvoir du protagoniste qui a stoppé ses flammes, alors il est emmené dans la prison la plus reculée du royaume.
accompagné de Kotoa qui refuse de le laisser seul. Un message de la princesse apparaît qui a utilisé son pouvoir à la dernière minute pour rester dans le coma. C'est ainsi qu'Arata trouve la confiance pour maîtriser son grand pouvoir et utiliser son épée. Les 12 personnes en qui ils avaient confiance les ont trahis. Désormais, sans force pour maintenir l'ordre, une guerre éclatera pour choisir le prochain roi. Le protagoniste ne sait pas comment assimiler cela. Ils arrivent alors à Kalego, île de délinquants où Arata est vu comme le pire. La rumeur dit que sa tête offrirait la liberté. Car dans cet endroit, une fois par jour, 2 prisonniers sont engloutis par ces tuyaux, avec une destination inconnue. Son seul réconfort est la présence et le soutien de Kotoa, jusqu'à ce qu'un tremblement la fasse disparaître. On lui dit alors qu'un garçon nommé Kanat, un jeune homme gentil emprisonné injustement, l'a emmené. Il veut juste bien s'occuper de son frère avec Arata. Le petit comprend que le tueur des légendes n'est pas si mauvais. Son frère, ayant entendu ces rumeurs, il voit une chance de fuir et tente de l'attaquer. Jusqu'à ce que la sélection du jour emporte les 2 frères et qu'Arata décide de les aider avant leur mort. Par le biais de quelques tunnels, ils arrivent à l'endroit où les 2 frères sont forcés de se battre pour que l'un des 2 survive. Mais en réalité, l'aîné ne cherche qu'à sauver son frère, alors il le provoque pour que ce dernier gagne. Heureusement, Arata intervient contre le dieu et découvre aussi son traumatisme profond lié à la trahison. Un sujet que le protagoniste connaît via Sora. Il le vainc facilement grâce à son pouvoir, mais l'épargne en comprenant ses souffrances passées. Donc la seule chose qu'il fait est de retirer l'épée qui le liait à cette prison, ce qui permet au dieu d'être enfin libre. Voyant le potentiel d'Arata, il lui confie le pouvoir de son épée, qui fusionne avec la relique du héros, augmentant sa portée et lui permettant de reconstruire la prison. Ce qu'elle aurait toujours dû être après avoir attiré l'attention. Ainsi, Kanagi apparaît et, avec son frère Kanate, les protagonistes décident de fuir vers une île lointaine, pendant que Kanagi reste pensif. Le dieu de la prison, à bout de force, révèle que l'épée du protagoniste est celle des origines, la force la plus puissante de ces terres. Arata et ses compagnons se dirigent actuellement vers la capitale, assez éloignés, devant traverser plusieurs royaumes, dont celui de Kanagi. Parce que si le pays est divisé en 12 royaumes, gouvernés par le dieu, par 12 dieux. Ils rencontrent un petit village où se trouve la mère du jeune compagnon de Kanata. Ainsi maintenant, le chemin de ces 2 frères, formés en prison, se sépare et rejoint celui des protagonistes, pour atteindre la capitale. Après un certain temps, ils découvrent cette population où les habitants sont très aimables, même leur chef, ce qui est bien, jusqu'à ce qu'ils apprennent que tout le village fait partie du royaume même de Kanagi. C'est surprenant car ils le respectent beaucoup malgré une époque difficile. Comme chef, il a été l'un des meilleurs, même si ses désirs l'aveuglent et qu'il choisit la guerre. Mais le chef de cette région garde encore espoir en ce héros qui, avec l'aide de son épée, pourra arrêter le pouvoir des 12 qui d'ailleurs sont déjà en mouvement. Surtout Akachi, un ami de Kanagi qui finit par le trahir, détruisant ses villages et absorbant le pouvoir de chaque chef. Au point qu'il est déjà proche de la dernière, là où se trouvent les protagonistes. À son arrivée, il se montre respecté, aimable, leader, proposant de le suivre ou de mourir comme les autres, plutôt sympathique. Pendant ce temps, Arata reste détendu au Japon, où sa famille croit à une étrange amnésie. Et il manque déjà à son ami pharisien de l'école et aux harceleurs impatients de l'embêter. Mais voyons ce qui arrive avec le nouveau Arata. Le chef du village cède finalement et remet pouvoir et âme à Akachi pour protéger les villageois. Et sa femme qui est enceinte. Mais ce type n'a aucun code d'honneur et dès que le chef s'exécute, il les tue tous. C'est justement pour que Kanagi arrive et voit le désastre causé par ses mauvaises décisions, déclenchant un combat assez serré avec Akachi. On voit qu'autrefois, ils étaient amis et maintenant, ils sont aveuglés par leurs propres intérêts. À la fin, Kanagi ne peut rien contre la puissance absorbée par son rival et perd. Et même sa relique de feu, qui est un trésor pour lui car elle lui rappelle une fille qu'il a perdue il y a longtemps, lui est enlevée, ce qui le laisse totalement humilié. Et Arata lui rappelle que tout ce qui se passe est de sa faute et où, en plus, il commence un duel avec lui-même. Pour devenir plus fort et exaucer le vœu de la princesse, il doit soumettre plus de chefs à son pouvoir. Kotoja rassure le protagoniste en lui expliquant que, dans son cas,
Il ne consomme pas le pouvoir, mais que les puissants le lui confient volontairement pour un bon usage, ce qui l'encourage à affronter Akashi. Pour l'instant, suivons Arata au Japon, où, conseillé par sa mère, il va à l'école et revoit Masato, son vieil ami qui le trouve étrange. Il croit qu'Arata se moque de lui et lui donne rendez-vous sur le toit pour tenter de l'intimider. Comme toujours, mais cette fois, le nouvel Arata lui fait clairement comprendre à quel point il a l'air perdant avec ses jouets de pacotille. Il lui assène aussi un coup de pied qui l'assomme, défendant le nom de son autre. Moi, qui en ce moment suis indécis, puisque Kotoa me fait des avances et que je ne suis pas capable de l'accepter, sachant que ses sentiments appartiennent à quelqu'un d'autre, je m'éloigne donc d'elle. Il raconte alors tout à son autre lui, qui lui confie que Kotoa est comme sa petite sœur. Rassuré, il baisse sa garde, mais Kanagi l'attaque pour s'emparer de la relique. Kotoa s'interpose, ignorant que la zone est sujette à de fréquentes éruptions de feu, piégeant ainsi les 3 personnages dans les flammes. Cependant, Kanagi, de façon inattendue, décide de les sauver, car cette situation lui rappelle le moment où il n'a pas pu sauver Emisu, une jeune fille qui était arrivée dans son royaume avec Akashi. Enfants, ils ont grandi ensemble et s'entendaient bien, mais après un coup d'état, il fuit sans Akashi, resté pour gagner du temps. Le couple, déjà amoureux, arrive au village du chef bienveillant et s'y installe. Jusqu'à ce que, par inadvertance, la jeune fille soit prise dans les flammes et que Kanagi ne puisse la sauver. Il conclut un pacte avec le dieu du feu pour garder l'âme de sa bien-aimée auprès de lui grâce à l'épée. Cette histoire est importante car elle révèle un autre aspect du personnage et pousse les protagonistes à lui proposer d'intégrer leur équipe. Cela surprend tous les autres dieux, surtout ceux qu'ils connaissent bien, comme les 6, qui forment déjà un disciple pour refaire un échange avec le monde humain, quelqu'un qui pourrait vaincre Arata. Nous repartons au Japon, où Masato ne supporte pas sa colère envers le protagoniste. Car dans le passé, ils étaient un duo d'amis sportifs qui ont fini par se détester avec la même haine. C'est l'ingrédient parfait pour qu'à Awakuni, les 6 aient le candidat à ramener. En répétant le rituel, Masato atteignit ses terres. Non sans que son autre, lui, ne lui transmette tous les souvenirs de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il découvre l'identité du faux Arata du Japon et sait qu'il pourra affronter son vrai ennemi. Les 6 lui offrent le seul pouvoir pouvant rivaliser avec l'épée de l'origine. Il accepte sans hésiter la relique nommée Broshi. Ils se rencontrent rapidement après. Ce genre de tour, il le faisait dans le passé. Il essaie d'intimider son ennemi avec une haine qui n'est pas normale. De la même manière, Arata est consumé par son traumatisme, au point que son pouvoir commence à être corrompu, libérant une onde de choc très dangereuse qui blesse son ennemi, mais qui peut aussi le transformer lui-même en démon. C'est quelque chose que Kotoa parvient à éviter, elle le calme, et Kanagi en profite pour voler l'épée du protagoniste, tandis que Masato se retire pour se rétablir. Le protagoniste se sent en échec face à ses peurs, et avoue à Kotoa qu'il n'est plus l'Arata qu'elle connaît, sa vie ayant changé dans un autre monde. La jeune fille, confuse, commence à comprendre qu'ils sont différents. C'est alors que Kanagi revient bientôt avec l'épée, car en ressentant tout le poids que porte cette arme, il se rend compte que le seul qui peut devenir le roi de ces terres est Arata. Kanagi lui donne alors une épreuve pour retrouver son épée. Nous nous rendons compte de ce qui est arrivé à Masato, car ils étaient très amis et partageaient la passion de l'athlétisme. Pour Masato, c'était essentiel. Cela lui permettait de fuir sa mère absente et les conflits avec son père. Rivaliser avec son ami talentueux était donc son bien le plus précieux. Jusqu'à ce qu'Arata commence à se laisser battre, ce qui trahit les attentes de Masato, qui ne se souciait pas de perdre contre le meilleur. Mais gagner de cette façon lui a rappelé la manière dont tout le monde le traitait, y compris ses parents, comme un idiot. Les deux ont de la motivation pour régler l'affaire par le combat. Le temps passant, Arata et Kotoa ont renforcé leur relation, Kotoa ne le traitant plus comme un seigneur. Ils arrivent ainsi dans cette ville assez développée, où ils doivent travailler pour gagner quelques pièces, car leur véritable plan est d'atteindre Yoru, le dieu de l'eau. Cependant, il rencontre son bras droit, qui a observé le protagoniste et s'est rendu compte de sa force. Mais surtout, il a compris que c'est quelqu'un qui cherche le bien des autres. Leur chef a perdu cela récemment, étant devenu égoïste comme les autres dieux.
Alors, le bras droit lui propose de l'aider dans tout ce dont il a besoin s'il parvient à faire en sorte que Yoru redevienne le dieu bienveillant qu'il était autrefois. Contrairement à Masato qui cherche Akashi pour se joindre à lui. Mais littéralement, le type ne fait que le rendre borgne, en lui disant qu'il ne gagnera jamais rien si sa haine est basée sur des fantômes du passé. Ici, les protagonistes s'approchent du château de Yorunami. Le type capture rapidement Kotoa. Donc avec l'aide de son allié, Arata, il arrive rapidement au château et confronte Yoru. On constate que ce chef a un traumatisme lié à sa mère, car enfant, il était joyeux et gentil avec tous. Sa mère lui a appris qu'il était inutile d'être tendre, surtout pour devenir chef de clan. C'est pourquoi, après sa mort, il a changé, hanté par le fantôme de n'avoir jamais rendu sa mère fière. Devenir roi serait peut-être son seul moyen d'y arriver. Il cherche donc à prendre le pouvoir au protagoniste en utilisant son intelligence et les souvenirs de sa mère. Cependant, Arata est désormais plus fort et sait que ce ne sont que des astuces. Il sort vite du sortilège et réalise surtout envers qui vont ses sentiments. Cela limite les pouvoirs de Yoru, qui choisit de ne préserver que le dernier souvenir de sa mère, un cadeau jamais ouvert. Avec l'aide d'Arata et de proches de sa mère, ils ont changé. Il explique que le cadeau faisait partie des objets artisanaux que Yoru lui offrait enfant, avec lequel les anciens décident de lui raconter que cela lui faisait mal d'être strict. Mais elle avait un but, c'était que le petit sache comment devenir un leader, et que sa noblesse ne motive pas les autres à en profiter à l'avenir. Ce qui comble ce vide chez Yoru qui finit en paix avec le protagoniste, lui montre que s'il poursuit ainsi, il deviendra le roi nécessaire à tous. Jusqu'à l'arrivée de Masato. Finalement, il n'est pas resté borgne, mais a reçu un œil d'Akashi. Bien qu'il le considère comme un perdant, il peut l'utiliser pour ses plans. Donc le type. Rempli de rancœur, il affronte Arata dans un combat intense, Masato ayant déjà son épée au maximum. Et il commence à absorber le pouvoir du protagoniste, qui malgré sa détermination, ne peut rien faire. C'est pourquoi Yoru décide de se soumettre au protagoniste afin que le combat soit plus équilibré, lui offrant ainsi son âme, ce qui donne instantanément à Arata un pouvoir offensif. Il se rend alors compte que beaucoup de gens se sacrifient pour lui, et qu'il ne peut pas gaspiller cela à cause de problèmes de son passé. Il considère le combat comme une compétition d'athlétisme déjà finie, mais ici, il affronte directement son adversaire pour le battre. C'est pourquoi son épée réagit à ses sentiments, invoquant ainsi toute la puissance de sa relique, avec laquelle il démontre pourquoi elle est la plus puissante de toutes. Il remporte le combat que son adversaire ne peut arrêter, et tout redevient normal. À la fin, il retrouve ses amis et les sujets de Yoru. Ils rejoignent sa force pour poursuivre l'aventure et sauver la princesse. De nombreux dieux restent à vaincre et la rivalité avec Masato continue. L'histoire se poursuit dans le manga, l'anime étant ancien et sans suite. J'espère que cet anime vous a plu, il est divertissant, bien animé et l'intrigue est bien menée. Dites-moi ce que vous en avez pensé et comme l'a dit mon père, je vous laisse